1815. De septembre 1814 à juin 1815, des grandes puissances européennes réunies à Vienne redéfinissent une carte politique de l'Europe après les guerres napoléoniennes. Napoléon est déclaré hors la loi et Louis XVIII, le nouveau souverain français en place, est représenté par Talleyrand. 1827. Les navires de la Triple Alliance, Angleterre, France et Russie, s'opposent à la flotte turco-égyptienne pour l'indépendance de la Grèce. Cette bataille se soldera par la victoire des Alliés sur les musulmans à Navarin, dans le sud du Péloponnèse. 1842. Fils aîné de Louis-Philippe, Ferdinand Philippe est né à Palerme en 1810. Duc de Chartres puis d'Orléans, il prendra part à la conquête de l'Algérie. Il mourra le 13 juillet 1842, projeté hors de son cabriolet parce que ses chevaux s'étaient emballés. 1846. Le 25 mai, le prince Louis-Napoléon, futur Napoléon III, parvient à s'évader du fort de Ham, dans la Somme, où il avait été emprisonné après sa tentative de prise du pouvoir en 1840. Ayant revêtu les habits d'un maçon du nom de Radiguet, surnom qui lui restera, il parvient à s'enfuir en Angleterre. 1859. Les forces françaises viennent prêter main forte aux Piémontais lors de la campagne d'Italie. Sous le commandement de MacMahon, elle remporte la victoire de Magenta contre les Autrichiens, ce qui vaudra à MacMahon de devenir maréchal. 1871. Après avoir violemment écrasé la Commune, Thiers devient président de la République le 31 août 1871. Il va alors travailler au redressement de la France, mais il sera renversé en 1873 par la majorité conservatrice de l'Assemblée et remplacé par MacMahon. 1873. Le 6 octobre 1873 s'ouvre à Paris le procès du maréchal Bazaine. Il est accusé d'avoir livré à l'Allemagne, par capitulation, la place forte de Metz avec 160 000 hommes. Reconnu coupable, il est condamné à mort, mais sa peine sera commuée en 20 ans de prison. Il s'évadera en 1874 et il finira ses jours en Espagne. 1796. Hahnemann, un médecin allemand né à Meissen en 1755, découvre les bienfaits de l'homéopathie, qui signifie traitement du semblable par le semblable. L'homéopathie fait aujourd'hui partie des médecines douces. 1827. Un physicien lyonnais du nom d'Ampère va se faire rapidement connaître par ses découvertes dans le domaine de l'électromagnétisme. On lui doit notamment une règle simple pour déterminer le sens d'orientation de l'aiguille aimantée. 1837. L'apparition du chemin de fer en France va susciter bien des hostilités. Et pourtant, la France est très en retard par rapport à l'Angleterre. Les premières lignes destinées au transport des passagers relient Paris à Saint-Germain, à Corbeil et à Versailles. 1847. Les premières expériences d'anesthésie générale au chloroforme, technique mise au point aux États-Unis, bouleversent complètement la chirurgie et évitent désormais aux patients opérés de souffrir le martyre. 1859. Lorsque Charles Darwin élabore sa théorie de la sélection naturelle des espèces, il n'imagine pas qu'il vient de lancer une véritable bombe scientifique. Il sera longuement et violemment combattu par les milieux conservateurs et religieux. 1864. La Compagnie générale transatlantique, qui a son siège au Havre, met en ligne le Washington, un paquebot à vapeur qui relie désormais le port normand à New York en moins de 15 jours. 1875. C'est à un photographe new-yorkais, Thomas Adams, que l'on doit l'invention du chewing-gum. À base de gomme, comme son nom l'indique, le chewing-gum, fabriqué aujourd'hui avec des produits de synthèse, sera bientôt mâché par toute la planète. 1806. Le 15 août 1806, la première pierre de l'Arc de Triomphe, due à l'architecte Chalgrin, est posée. C'est Napoléon Ier qui en a souhaité la construction. Parfait exemple de l'architecture de l'Empire, l'Arc de Triomphe sera terminé 30 ans plus tard. 1827. Le voyage d'hiver, composé de 24 leaders, consacre Eugénie de Schubert, qui fait partager toute l'étendue de ses émotions. C'est pourtant une période de souffrance terrible pour le musicien, qui mourra prématurément en 1828, à l'âge de 31 ans. 1830. Victor Hugo savait-il qu'en affranchissant son théâtre de toute règle, il allait déclencher l'une des batailles littéraires les plus fameuses de son siècle. La première d'Hernani
donna lieu à une lutte historique entre les classiques et les romantiques. 1844. Les Trois Mousquetaires sont sans doute les héros les plus célèbres de la littérature française et continuent de charmer petits et grands. Ce roman historique, qui a assuré le succès d'Alexandre Dumas, a également inspiré un très grand nombre de films. 1855. Jean-Eugène Robert Houdin, avant de devenir illusionniste, a fait des études de notariat. Ses automates et ses tours d'escamotage devaient valoir une immense réputation à ce prestidigitateur qui fut récompensé par une médaille d'or à l'exposition universelle de 1855. 1867. En créant le beau Danube bleu, le musicien viennois Johann Strauss aura l'honneur d'être surnommé le prince de la valse. D'autres œuvres, comme La vie d'artiste ou La valse de l'empereur, ont contribué à le faire connaître dans toute l'Europe. 1873. Le vieil opéra de la rue de Pelletier est voué à l'abandon depuis que Napoléon III y a été victime d'un attentat en 1858. Les autorités décident de construire un nouvel édifice dans un espace dégagé. Le Palais Garnier sera inauguré en grande pompe en 1875. Entre-temps, l'opéra de la rue de Pelletier a été détruit par un incendie, une nuit d'octobre 1873. 1814. C'est sans doute la grande valise, que portant une œuvre de jeunesse, qui a contribué à assurer la renommée d'Ingres. Ce corps de femme à l'anguille, au dos démesurément long, reviendra à plusieurs reprises dans ses œuvres. 1828. Lorsque Bonington disparaît à l'âge de 28 ans, le monde artistique ne sait pas encore qu'il vient de perdre l'un de ses plus talentueux paysagistes. Installé en France, Bonington a beaucoup travaillé sur la côte normande. 1831. Comment le romantique Delacroix pouvait-il passer sous silence un événement contemporain tel que les Trois Glorieuses? Dans Paris, la Révolution gronde et le peuple, guidé par la liberté, une superbe allégorie qui brandit le drapeau tricolore, a pris les armes. 1850. Le peintre et dessinateur allemand Adolf von Menzel n'est pas très connu en France. Il a pourtant réalisé des toiles que n'auraient pas reniées certains impressionnistes. Dans Le concert à Sans souci, il célèbre Frédéric Le Grand. 1860. Outre les milliers de caricatures, Honoré Daumier est l'auteur de nombreuses toiles disséminées à travers le monde. D'une grande pauvreté, il fut hébergé par Corot, qui avait acheté une maison exprès pour lui. 1868 et 1869. Manet n'a jamais été vraiment compris à son époque, et encore moins lorsqu'il a peint le balcon, dont les critiques se sont complus à dénigrer le verre cru qui a glacé leurs yeux. On reconnaît au premier plan Berthe Morisot. 1874. Toute la modernité des impressionnistes est déjà dans la loge. Le cadrage de la scène, l'attitude des personnages, le contraste entre le blanc et le noir. Corot, qui eut pourtant comme élève Pissarro, comprendra mal les impressionnistes, auxquels il reprochera la vigueur de leur ton. 1796-1822. Camille Corot naît à Paris le 16 juillet 1796. Son père est négociant en tissu, sa mère est une modiste en vogue. L'enfant est très vite mis en pension, à Paris puis à Rouen. Attiré par la peinture, il est contraint par son père de passer 5 ans chez un drapier. C'est la mort de sa sœur cadette qui lui permettra d'embrasser la voie qu'il a choisie. 1822-1828. Corot suit d'abord les cours de Michalon, puis, à la mort de ce dernier, il se tourne vers Bertin qui lui conseille de pratiquer la peinture en plein air. En septembre 1825, Corot part pour l'Italie, passage obligé pour les peintres de cette époque. Il va y rester 3 ans. 1828-1844. Lorsque Corot revient à Paris en 1828, il commence à multiplier les déplacements dans toute la France, pratique qu'il poursuivra jusqu'à sa mort. Il repartira également 2 fois en Italie. Durant cette période, il aborde des sujets religieux et mythologiques et exécute des toiles qui lui valent de nombreux éloges. 1844-1852. En 1844, Corot reçoit sa première commande officielle et il continue en même temps d'exposer. L'artiste commence à se faire un nom et les critiques parlent de lui. Il veillera sur ses parents jusqu'à leur mort. Il a 55 ans lorsqu'il peut pour la première fois envisager de mener sa vie à sa guise. 1852-1860. Durant ces années, Corot va nouer de solides amitiés. Avec Constant Dutilleux d'abord, puis avec le gendre de celui-ci, Alfred Robot,
son futur biographe. Il se met aussi à fréquenter le paysagiste d'Aubigny. À Mantes, où il va réaliser de très belles toiles, habitent deux familles amies, les Osmond et les Robert, dont il décore la maison. 1860-1872. Corot est désormais au sommet de sa carrière. Il est considéré comme l'un des paysagistes les plus importants de son époque, et Napoléon III lui achète des toiles. Mais il est harcelé par tant d'admirateurs qu'il doit se faire construire un atelier à la campagne chez ses amis des Gracieux, à Coubron, au sud de Paris. 1872-1875. Preuve de la renommée du peintre, les faux se sont multipliés. Certains sont des copies, d'autres des œuvres qu'il a accepté de signer et qui ne sont pas de lui. Car rarement un artiste a été autant estimé que le bon papa Corot, dont la générosité n'est plus inventée. Il meurt le 22 février 1875 des suites d'un cancer de l'estomac, après plusieurs semaines de souffrance.